Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour suivre ce débat. Un débat ô combien d'actualité puisqu'il va aborder la question de la complémentarité entre le train et l'avion, à l'heure où en Europe et plus particulièrement en France, la place du transport aérien est contestée sur les courtes distances pour des raisons écologiques. En France, la loi climat, en cours d'examen au Sénat d'ailleurs, va interdire les vols intérieurs dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire en moins de 2h30. Hors vol vers les hubs, c'est important pour le trafic de correspondance. Pour faire simple, cette loi entraîne la suppression de certaines lignes comme Orly-Lyon, Orly-Bordeaux et Orly-Nantes, des lignes qui étaient en perte avant la crise du Covid du fait de la concurrence du TGV. Mais cette loi, en excluant les vols de correspondance, ne pénalise pas le hub de Roissy par rapport aux autres hubs européens. Elle apparaît donc, d'une manière générale, un moindre mal pour la compagnie Air France, même si elle pose, dans le cas de Bordeaux, on l'a entendu précédemment, de sérieux problèmes pour les entreprises situées proches de l'aéroport. En revanche, cette loi ouvre une brèche et, à ce titre, peut constituer une étape vers des mesures peut-être plus dures pour le transport aérien, au point peut-être d'en arriver un jour à son interdiction. Une chose est sûre, cette loi fixe un nouveau cadre et pousse les deux modes de transport à coopérer davantage. Comment réconcilier le train et l'avion? C'est le thème de notre débat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Rigail, directrice générale d'Air France, à ma droite. Bonjour Anne Rigail. Bonjour Fabrice. Jean-Pierre Ferrandou, PDG de la SNCF. Bonjour. François Ménégo, président du groupe Michelin. Bonjour. Florent Ménégo. François Michelin, c'était... Ah oui, pardon, Florent Ménégo, excusez-moi. Et Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Merci d'être à vous. La première question sera pour vous, Jean-Pierre Ferrandou. Quel regard portez-vous sur cette loi climat et l'interdiction de vol sur les axes en 2h30 ? Cette loi, d'abord, elle illustre une espèce d'alignement des planètes, c'est le cas de le dire, en faveur de la mobilité durable. Il y a bien sûr cette prolongation par la loi climat-résilience du travail fait par la Convention citoyenne en France, mais il y a aussi côté européen, il ne faut pas l'oublier, le Green Deal, qui est aussi une formidable initiative pour verdir un ensemble d'activités humaines, dont les transports. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on se positionne. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas surmédiatiser cette mesure et à ne pas opposer artificiellement l'aérien et le train. C'est vrai qu'on a une petite zone de recouvrement. Le train, c'est de 0 km à 1 millier grand maximum. L'avion, il démarre à 400, 500, il va jusqu'à 10 000, 15 000 km. Et je ne veux pas parler à la place d'Anne, mais je pense que sa préoccupation commerciale majeure, c'est peut-être pas le TGV Paris-Marseille, c'est les low cost, c'est les compagnies du Golfe, Singapore Airlines, etc. Donc je crois qu'il faut faire attention à bien peser les termes de ce débat. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement travailler le plus en complémentarité possible avec Air France. Je crois qu'il y a des choses à faire. On commence, mais on est prêt bien sûr à les amplifier. Dans le travail de mise en application de ces fameux 2h30, on a beaucoup travaillé sur Bordeaux. Je crois qu'on a travaillé à trouver les meilleures solutions pour les clients, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'on souhaite, c'est que les clients de l'aérien trouvent une solution alternative qui leur convienne. Voilà, donc il faut y faire très attention. Et enfin, ce qui nous rejoint aussi, ce sont les enjeux principaux. Les enjeux principaux, c'est d'arriver à décarboner nos industries. C'est absolument vital. Moi, j'ai la conviction que ces sujets de protection de la planète sont vraiment absolument stratégiques. Je pense qu'on ne peut pas envisager le développement de nos activités si on ne rentre pas ces critères dans nos choix. Voilà, donc ça nous rejoint complètement. On a des beaux enjeux à relever, notamment de propulsion, et on peut tout à fait se retrouver sur l'innovation, par exemple. Je pense à la filière hydrogène, qui servira et à l'aérien et au ferroviaire. Est-ce que ce seuil doit-il être, selon vous, la première étape d'un transport aérien domestique sans avion ? Non, nous, ce seuil, je veux dire, on n'a pas d'avis sur le seuil en particulier. C'est un choix politique et il a été posé. À 2h30, ça concerne assez peu de relations en France. Il y a Paris-Nantes, Paris-Lyon, Paris-Bordeaux. Sur Nantes et Lyon, la clientèle pure aérienne était assez réduite. Bien sûr, je parle de la clientèle domestique. Tout ce qui est correspondance, comme vous l'avez expliqué, doit se poursuivre sur Roissy, bien évidemment, pour les longs courriers.
Sur Paris-Bordeaux, il y avait une situation particulière parce que je trouve que je suis bordelais, donc je connais bien la situation locale. Et c'est pas faux qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont installées près de l'aéroport et qui avaient donc un accès plus facile à l'aéroport qu'à la gare Saint-Jean. Donc c'est une réalité locale qu'il faut entendre. Voilà, donc là encore, on va trouver des solutions pour faire en sorte que les gens puissent aller facilement à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Et ensuite, il y a le segment aussi Orly-Massy sur lequel il faut travailler. Voilà, donc on démarre avec ce seuil. Il ne pose aucun problème de capacité. On peut accueillir facilement les volumes de l'aérien dans les trains. Les volumes de l'aérien, par exemple, sur Bordeaux, c'est 2000-2500 passagers jour. On a au moins 10 000 places disponibles dans nos trains. Voilà, donc ce n'est pas du tout un problème de capacité, c'est un problème de service. C'est pour ça qu'on travaille avec Air France. Voilà, donc enfin, peut-être ce qu'il faudra regarder à l'avenir, s'il y a des nouvelles lignes à grande vitesse. On a entendu récemment le Premier ministre s'exprimer sur Bordeaux-Toulouse, voire sur la ligne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, effectivement, on le sait, l'effet TGV se fera sentir et c'est aussi une manière d'accentuer le report modal de l'avion vers le TGV dès lors qu'il y a des lignes à grande vitesse. Anne Rigail, même question. Quel regard portez-vous sur cette loi climat alors, si on parle de la suppression des lignes en dessous de 2h30, donc comme Jean-Pierre l'a dit, le Orly, Bordeaux, Nantes et Lyon, ça ne fait que finalement qu'entériner une décision qu'Air France avait déjà prise au début de la crise Covid, puisque nous avions fermé ces lignes et nous ne les avons pas réouvertes. C'était un engagement vis-à-vis de l'État qui s'additionnait à un autre engagement divisé par 2 en valeur absolue nos émissions de CO2 sur le domestique et qui prenait le relais finalement d'un engagement plus large que nous avons toujours de diviser par 2 nos émissions de CO2 par passager kilomètre en 2030 par rapport à 2005. Donc c'est un sujet que nous avions anticipé et je pense que l'opposition du train et de l'avion pour moi est un combat d'arrière-garde. Nous sommes sur une trajectoire de décarbonation forte. Nous concentrons tous nos efforts vers le renouvellement de la flotte, vers l'écopilotage et très bientôt vers les carburants d'aviation durable, puisque dès 2022, nous aurons 1% d'incorporation de carburants d'aviation durable. Donc je dirais que ça s'inscrit dans cette logique, l'intermodalité, comme les autres leviers. Quand vous entendez des voix qui demandent justement d'étendre ce seuil à 4 heures, voire 4h30, est-ce que vous pensez que ce seuil de 2h30 est la première étape d'un monde sans avion demain, dans 5, 10, 15 ans ? Alors je dirais que de la même façon, on sait que le train prend des parts de marché à partir du moment où on a des lignes à moins de 2 heures, c'est 90% des parts de marché de transport qui vont vers le train. À moins de 3 heures, c'est 50%. Donc très clairement, nous avons adapté effectivement nos lignes. On avait fermé Lille et Strasbourg depuis de nombreuses années. Rien n'est nouveau dans tout cela. Donc voilà, nous adaptons les choses. Ce qu'il faut voir, c'est que quand nous discutons avec les élus locaux, ils tiennent absolument à avoir une liaison vers Paris et qui leur ouvre les portes vers le monde entier. Donc si on imagine effectivement un détricotage, moins d'aménagement de territoire, moins d'accès des entreprises et des régions au monde, ce serait évidemment un impact négatif sur l'économie. Ce serait aussi ouvrir des possibilités aux hubs de pays étrangers. Un client qui voudrait aller vers Hong Kong pourrait passer de manière plus privilégiée, si on n'a pas d'alternative pour lui, par Istanbul ou par Dubaï. Un client qui irait à New York pourrait passer par Francfort. Donc je crois que c'est évidemment ce qu'il nous faut éviter. On a aussi, et je crois que Jean-Pierre l'a dit, des clients qui n'habitent pas à côté des gares. Donc il faut regarder le trajet complet de porte à porte. Toutes les gares ne sont pas non plus à côté des aéroports. Et donc je crois qu'il faut aussi adapter nos choix aux besoins réels du client. Alors, Augustin Romanet, on le voit, il y a un nouveau paradigme, on voit ce changement de paradigme où l'on cherche à favoriser quand même le train par rapport à l'avion, voire à l'interdire, sur le réseau intérieur bien sûr. Quel regard portez-vous sur cette atmosphère un peu ambiante anti-avion ? Un regard distancié. Cette loi climat, c'est une loi très importante parce qu'elle marque un signal qui est très clair. En 2018, l'ensemble des constructeurs d'avions pensaient que la dernière goutte de kérosène serait pour eux. C'est ce que je disais en introduction ce matin. Le monde a changé.
Et aujourd'hui, on est passé d'un extrême où on pouvait considérer que l'avion pouvait continuer à utiliser le kérosène ad vitam aeternam à un autre extrême. Mais voyez-vous, tout à l'heure, je rencontrais 2 industriels de grande qualité qui ont une entreprise en Slovénie qui s'appelle Pipistrel, qui me disaient qu'en 2028, nous aurions de façon opérationnelle un avion de transport commercial électrique pour 19 passagers. Donc pourquoi est-ce que je regarde cette loi avec un esprit distancié? Je ne regarde pas du tout avec un esprit négatif. Parce que le fait que la collectivité nationale veuille freiner la carbonation de l'économie, c'est une bonne idée. Mais qui vous dit qu'en 2029, il n'y aura pas une nouvelle loi climat qui interdira de faire des lignes de TGV parce que la construction d'une ligne de TGV est très émettrice en CO2 et qu'on privilégiera l'avion électrique pour les courtes distances. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de voir la direction qui est très claire. En 2040, il y aura des avions électriques pour les petites distances. Et d'ailleurs, ça serait un trop long débat, mais je pense qu'il y aura aussi une place pour les petits aéroports. Je sais que c'est un débat avec le HASA, c'est un débat avec le contrôle aérien. Et nous-mêmes, en tant que gérants de grands aéroports, on pourrait considérer qu'on plaide contre notre paroisse. Mais néanmoins, il y aura des avions électriques qui pourront être extrêmement utiles pour aller d'un point à un autre du pays, sans beaucoup de contraintes, puisqu'on sera tout près de l'endroit où on veut se rendre. Quand vous voudrez aller de Lannion à Auxerre, ça sera quand même beaucoup mieux de prendre un avion électrique que de prendre le train avec des lignes à grande vitesse. Bon. Donc il y aura les avions électriques pour les courtes distances, les avions propulsés à l'hydrogène pour les moyennes distances et les avions propulsés au carburant durable pour les longues distances. Donc je crois que nous, aéroports, nous n'avons aucun problème avec cette loi, d'autant plus que, comme Anne Régail l'a expliqué, Air France avait anticipé. Et d'ailleurs, il n'est pas absolument évident que c'était les lignes sur lesquelles Air France gagnait le plus d'argent. Donc, je crois que l'important, c'est la direction. Nous sommes décidés à décarboner l'avion. Et cette loi, encore une fois, je ne suis pas sûr que je l'aurais votée, mais ça ne pose pas un drame. Donc, certains prônent le remplacement de l'avion par le train. Est-ce que, selon vous, c'est possible en termes d'aménagement du territoire? Mais partout où le train arrive de façon économe en émissions de CO2, c'est-à-dire que je fais l'hypothèse que toutes les lignes TGV qui ont déjà été construites, il faut les utiliser au maximum. Donc, par exemple, quand vous voulez aller à Avignon, vous mettez 2h40, c'est quand même une bonne idée de prendre le train. Je vous le recommande d'ailleurs. Mais plus sérieusement, dans l'avenir, on verra que la construction de lignes TGV supplémentaires, en dehors peut-être de Bordeaux-Toulouse, n'aura aucun sens en termes de bilan carbone. Vous n'allez pas faire une ligne de train, je suis désolé, mais même Paris-Clermont-Ferrand, je ne suis pas sûr que ça sera rentable. Et je suis un militant de l'avion Paris-Clermont-Ferrand. Mais ça, c'est vous qui nous en parlerez tout à l'heure. Donc, moi, je suis un ami du train partout où c'est une alternative favorable au regard des émissions de CO2. Vous savez, je vais en terminer par là, le groupe ADP a mis sa raison d'être dans les statuts. Le ministre nous avait demandé « mettez votre raison d'être dans les statuts ». Je crois que SNCF a fait pareil. Et donc, nous, notre raison d'être, ce n'est pas de faire croître le transport aérien, c'est de bien accueillir les passagers qui viennent. Accueillir les passagers de façon responsable en France et dans le monde. Donc, nous ne sommes pas des militants de la croissance à tout crin du transport aérien. Et si le train peut rendre des services utiles, c'est tant mieux. Simplement, ce que nous savons, c'est que la demande de transport aérien dans le monde va demeurer très forte et qu'elle va se transformer. Et encore une fois, je vous prédis que dans 10 ou 15 ans, nos débats dans ce même forum n'auront rien à voir lorsque, par exemple, nous aurons la familiarité avec les avions électriques auxquels je crois énormément. Florent Menegaux, on parle de décroissance de modes de transport pour des raisons écologiques. Cette loi climat, son esprit, correspond-il à votre vision de la mobilité? Je vais partager certaines des remarques. Je pense que l'idée de favoriser la décarbonation du transport, c'est une bonne idée. Par contre, nous sommes convaincus, en tout cas chez Michelin, c'est vraiment notre façon de penser, c'est qu'il faut favoriser la mobilité. La mobilité est un vecteur de progrès. Donc, quand il s'agit de réglementer, regardons une réglementation sur les objectifs à avoir et pas tant une réglementation sur les moyens. Dès qu'on réglemente sur les moyens, je pense qu'on fait
on fait des raccourcis un peu rapides. Je crois beaucoup à la technologie. La technologie va changer, va aider la décarbonation. Je crois aussi beaucoup au fait d'avoir un prix du carbone, à facturer réellement le coût réel d'une prestation en termes de son impact sur l'environnement. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas dans la loi climat et qui, à mon avis, pourraient y être. Michelin est l'une des rares entreprises du CAC 40 à avoir son siège social en région, à Clermont-Ferrand. La seule. La seule, d'accord. Michelin est le poumon, donc vraiment poumon économique de cette région. Un tel ancrage régional pourrait-il exister sans liaison aérienne vers Paris et par conséquent vers le reste du monde? Vous avez la réponse dans la question. Bien sûr que non. C'est-à-dire que nous, toute la recherche mondiale de Michelin se fait à Clermont-Ferrand. Nous employons plus de 10 000 personnes à Clermont-Ferrand qui voyagent dans le monde entier en permanence. Et donc, être dans une ville ou dans une région en étant enclavé, c'est un vrai sujet. Donc nous avons tous les jours des gens qui ont besoin de partir aux quatre coins du monde. Michelin est présent dans 174 pays. Nous sommes l'entreprise du CAC 40 qui a le plus d'empreintes internationales en France. Et donc nous avons impérativement besoin de tous les moyens de transport, du vélo en passant par la voiture, les autobus, les avions. Parce que si vous voulez aller à Hong Kong ou à Taïwan ou à Shanghai, eh bien derrière, c'est très compliqué d'y aller d'abord par le train, puis ensuite de prendre l'aéroport pour ensuite prendre l'avion longue distance. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Michelin a sa propre compagnie aérienne, parce que derrière, nous n'avons pas suffisamment de fréquences disponibles pour être capable d'assurer les liaisons dont nous avons besoin. Et quant au train, le train aujourd'hui sur Clermont-Ferrand, il a régressé dans son service par rapport à ce qu'il était il y a 40 ans. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Bon, justement, vous n'avez pas assez de liaisons. Que pensez-vous de la stratégie d'Air France de réduire la voilure fortement sur le réseau domestique? Écoutez, nous ne sommes pas à la place d'Air France, donc Air France mène son entreprise comme elle l'entend. Donc nous sommes très dépendants de la liaison Clermont-Ferrand-Roissy, mais aussi pour atteindre le centre de Paris, la liaison Clermont-Orly est une liaison qui nous est très utile. Donc nous avons discuté longuement avec Air France, parce que nous sommes un très grand client d'Air France, sur toute la relation vers le hub de Charles de Gaulle pour être capable d'irriguer le monde entier. Donc ça, nous sommes très dépendants de cette partie-là. Et puis, vous avez beaucoup de gens qui utilisent cette ligne, non seulement les personnes de Michelin, mais toute la région Auvergne est très dépendante de l'aéroport d'Aulnat à Clermont-Ferrand pour aller aussi dans ses loisirs ou dans son travail en utilisant le hub de Roissy. Après, sur Orly, la difficulté qu'on a, c'est la géographie de ces deux aéroports qui sont tellement éloignés que c'est quasiment incompatible de faire la liaison correctement dans une journée. Et c'est pareil, on parlait de la complémentarité du train et de l'avion. C'est très compliqué si vous prenez le train, ensuite le train de Clermont-Ferrand arrive à Bercy. Et quand vous êtes à Bercy, c'est très compliqué de rejoindre Roissy ou même Orly. Donc c'est pratique quand on va dans le centre de Paris, à condition que ça se fasse dans des durées qui soient acceptables. Jean-Pierre Farandou, donc la SNCF et les compagnies aériennes sont donc concurrentes depuis des décennies, mais également partenaires depuis 25 ans. Je crois que le premier accord avec Air France a été signé il y a 25 ans. Ce sont des accords de code-share, d'alimentation du hub et aujourd'hui donc alimentation de la gare de Massy pour la desserte d'Orly. Ces partenariats sont-ils une priorité pour la SNCF et comment les améliorer pour aller plus loin? Oui, notre priorité générale, c'est le volume. Clairement, on est une industrie à coût fixe important. On a des lignes normales ou à grande vitesse qui coûtent des milliards. On a des parcs de TGV qui coûtent des milliards. On a des ateliers. Donc la stratégie, elle est très simple. Il faut qu'il y ait davantage de gens qui prennent le train. Et on n'a pas parlé du fret, mais aussi davantage de marchandises dans des trains plutôt que d'être dans des camions. Donc tout ce qui va concourir à mettre des clients dans les trains, ça va dans le bon sens. On le fait d'ailleurs pour aider effectivement à une mobilité plus durable, comme l'a dit Augustin. On a exactement la même préoccupation, donc c'est là-dessus qu'on se positionne. Le partenariat avec l'aérien, il est ancien.
Donc on est rodé quelque part, hein, voilà, on ne part pas de rien. Il a 25 ans effectivement, c'est 160 000 personnes par jour, donc ce n'est pas négligeable. On a 11 relations aujourd'hui qui sont prêtes à supporter un service qui s'appelle Train plus Air, tout simplement. Et on va en ouvrir 7 de plus. Voilà, donc avec Anne, on a décidé effectivement d'accélérer cette coopération. On va avoir 7 nouvelles relations. Je crois que c'est 3 au départ d'Orly vers la vallée du Rhône, hein, c'est Valence, Avignon, Marseille, et 4 au départ de Roissy qui vont à la fois dans le sud-est et sur Bordeaux. Donc on a une couverture supplémentaire pour cette offre. On a aussi on teste aussi un enregistrement digitalisé hein, au départ de Strasbourg et de Lille pour faciliter la vie de nos clients. Et enfin, alors là, c'est une initiative, j'allais dire ferroviaire, mais je sais qu'elle est très bien reçue par le monde de l'aérien. On milite pour qu'il y ait une gare nouvelle créée à Pont-de-Regis, à 2 pas d'Orly, pour les sujets d'intermodalité que vous avez évoqués, qui permettrait de relier facilement tout l'ouest parisien. On se rappelle de l'aventure de Notre-Dame-des-Landes et qu'en compensation, entre guillemets, sur le fait que nos amis de l'ouest n'auraient pas un nouvel grand aéroport, l'État s'est engagé à leur faciliter l'accès justement ferroviaire par une nouvelle gare située à Pont-de-Regis. Voilà, donc c'est important pour nous de travailler avec Air France, avec le monde de l'aérien, pour faciliter effectivement ces correspondances les plus simples possibles entre le monde du train et le monde de l'aérien. On précise que vous travaillez avec une quinzaine de compagnies aussi, il n'y a pas qu'Air France. Hein, non, il n'y a pas qu'Air France, mais bon, voilà, on a quand même une petite sensibilité du cœur pour notre compagnie nationale aérienne préférée, mais bien évidemment, nous travaillons avec toutes les compagnies et c'est bien normal. Voilà, mais on assume une solidarité en tant qu'entreprise française, c'est important en France, mais aussi dans le monde. On a ce souci de s'aider les uns les autres pour pouvoir faire face aux challenges économiques que sont les nôtres. Anne Rigail, ces acheminements en TGV vers les aéroports sont-ils vraiment importants pour vous, notamment vers Roissy, dans la mesure où la loi climat ne touche pas l'acheminement des vols vers Roissy et on pourrait très bien prendre l'avion. Alors je sais que vous n'êtes pas présent dans toutes les gares, bien entendu, mais est-ce vraiment important pour vous ? Oui, c'est important. C'est important pour permettre à nos clients de ne pas avoir que la voiture pour rejoindre les aéroports. C'est important depuis des villes qui ne bénéficient pas de desserte aérienne, comme Angers, Le Mans et les 15 gares qui relient effectivement Paris et sur lesquelles nous appuyons. L'offre Train plus Air, effectivement, on était le premier client. C'est une offre qui permet d'acheter un billet combiné. Alors les 160 000 clients dont parlait Jean-Pierre, c'est, je dirais, la face émergée, enfin ce qu'on voit de l'iceberg, puisqu'en fait, quand vous interrogez un client qui sort d'un train à Roissy, 87% d'entre eux ont des billets séparés. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de faire bénéficier à ces clients d'une offre globale, en particulier en cas d'aléa, puisque dans ces cas-là, on peut le réacheminer de manière proactive, alors que s'il a des billets séparés, c'est impossible. Donc cette offre, on la développe. C'est effectivement cette nouvelle gare qu'on connecte depuis aujourd'hui. Jean-Pierre a cité, je crois, Avignon, Aix-en-Provence et d'autres. Ça peut être des TGV, mais on souhaiterait aussi pouvoir connecter d'autres types de lignes à nos aéroports. D'accord, donc c'est une annonce du jour, 7 nouvelles gares, c'est ça, 7 nouvelles lignes. 7 nouvelles gares, alors je rassure Florent, pour autant, on continue à alimenter fortement notre hub de Roissy avec des liaisons aériennes, puisqu'on est bien conscient du besoin de nos clients de rayonner sur le monde entier. Et concrètement, comment vous comptez améliorer ? Vous le dites, 87% des passagers de TGV n'utilisent pas votre offre commune. Sur quoi vous voulez améliorer les choses ? Est-ce que c'est sur... je crois d'ailleurs, si on prend un billet, on est obligé de passer à la gare pour prendre son ticket. Il y a des choses comme ça qui sont... Alors, il y a beaucoup... il y a 3 chantiers qui sont prioritaires et qu'il faut construire en partenariat avec la SNCF et ADP. Il y a la digitalisation. Aujourd'hui, effectivement, si on achète un billet combiné, mais on est obligé d'aller chercher le billet papier dans la gare de départ. Donc, c'est quand même pas extrêmement customer-friendly. Le deuxième point, c'est d'avoir une compétitivité tarifaire, que le client n'ait pas intérêt finalement d'un point de vue tarif à acheter des billets séparés plutôt qu'une offre combinée. Et le troisième point, c'est l'adaptation, je dirais, des infrastructures aéroportuaires pour favoriser cette intermodalité. Puisqu'aujourd'hui, c'est un peu encore un parcours du combattant quand on arrive par le train en aéroport et en particulier, on n'a pas de quoi enregistrer son bagage, je dirais, à l'arrivée de son train. On a des ruptures de charge depuis Massy vers Orly, donc ça, c'est un point dur à travailler. Et puis, on souhaite aussi que cette intermodalité, elle puisse
Plus globalement, concerner les transports du quotidien, on attend le CDG Express. Roissy est un aéroport mal relié ou pas encore relié de manière totalement satisfaisante pour nos clients, d'où la question Orly ou Roissy qui se pose en permanence. On a besoin de lignes de métro qui relient Roissy, du CDG Express. Et puis on n'est pas que parisien, même si on a effectivement notre hub à Paris. Et on voudrait aussi développer l'intermodalité sur le hub de Lyon. Augustin de Romanet, donc est-ce qu'ADP est prêt à investir davantage pour développer l'intermodalité? Naturellement. Le transport aérien, le parcours du passager aérien, objectivement, c'est un parcours du combattant. Je ne vous parle pas de la fin du parcours du combattant avec les contrôles de la police aux frontières, avec les contrôles des postes d'inspection filtrage. Ça commence à la maison. C'est la raison pour laquelle nous sommes conscients de nos responsabilités. Comme l'a dit Anne, la gare de Charles de Gaulle est destinée à accueillir dans les 10 ans qui viennent autant de passagers que la gare Lyon-Pardieu, dans un tout petit espace qui n'a pas du tout été conçu pour ça. Donc le groupe ADP sait qu'il va devoir beaucoup investir pour gérer un trop-plein en réalité, mais c'est un trop-plein très satisfaisant. Aujourd'hui, vont converger vers Charles de Gaulle beaucoup de nouvelles lignes ferroviaires. D'abord, la ligne 17 du Grand Paris Express, qui va desservir Charles de Gaulle et aller jusqu'au Mesnil-Amelot. C'est le début de la Seine-et-Marne. Deuxièmement, la ligne CDG Express, dont Anne Rigail a parlé, et dont la SNCF, avec SNCF Réseau, est un partenaire capital. Donc, nous allons accueillir la ligne 17, nous allons accueillir le CDG Express, nous allons accueillir le barreau Roissy-Picardie, qui a été relancé par le président de la République pour une arrivée à Charles de Gaulle entre 25 et 27, de façon à ce que les habitants de l'Amiénois, de Creillois puissent venir travailler à Charles de Gaulle. Et puis, naturellement, nous allons conserver le RER B et nous allons avoir un développement des lignes TGV généralement quelconque, sans même parler du projet de terminal transmanche qui permettrait de s'enregistrer à Charles de Gaulle en descendant de l'avion pour aller vers Londres. Donc, au fond, l'intermodalité, c'est vraiment la nouvelle frontière du groupe ADP, avec tout ce que cela peut comporter de complexité de travaux en commun, avec plusieurs acteurs, SNCF Réseau, la Société du Grand Paris. Et puis d'ailleurs, en vous parlant, j'ai oublié Orly. À Orly, nous avons la ligne 14 qui va desservir Orly en 2024. Et vous voyez, je pense, le grand chantier de la gare de la ligne 14, et ça sera aussi la gare de la ligne 18. La ligne 18 qui va desservir tout le plateau de Saclay, Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, nous avons aussi la gare du Pont de Rungis, avec une difficulté d'ailleurs d'assurer la connectivité entre la gare du Pont de Rungis et la ligne 14, parce qu'il y en a une qui est à 26 mètres sous terre et l'autre qui est au niveau du sol, donc il va falloir créer des fluidités. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais être beaucoup trop long, mais le message, c'est que nous sommes parfaitement conscients que le confort du passager suppose qu'on s'occupe de lui bien avant son arrivée dans l'avion, et notamment le point qu'a soulevé Anne Rigail, c'est-à-dire l'enregistrement du bagage. Nous avons tellement de difficultés à faire émerger le CDG Express que je ne me suis pas encore plongé dans le sujet de l'enregistrement des bagages à la gare de l'Est, mais je pense que c'est un sujet que nous allons devoir aborder. Dès que le sujet du CDG Express sera derrière nous, il faut qu'on réfléchisse à la possibilité de faire enregistrer ces bagages à cet endroit-là. Et puis d'autre part, quand le passager descendra du train à la gare de CDG, donc au niveau du 2E, il faudrait aussi qu'il puisse enregistrer son bagage là, pour toutes les compagnies. Et là, c'est un défi pour nos ingénieurs. Florent Ménégo, donc Clermont-Ferrand n'est pas relié à Paris en TGV, mais plutôt en intercité à CAG, sur une ligne où la ponctualité n'est pas la meilleure, elle est souvent décriée par les clients et les élus. Que faudrait-il sur cette ligne pour vous faire basculer au train ? Écoutez, aujourd'hui, Clermont-Ferrand est à 420 km physiquement de Paris. Nous sommes à 4h15 quand tout va bien. 3h30, non ? Non, 4h15 en moyenne sur la ligne entre Paris et Clermont, ou Clermont-Paris, alors que Marseille, qui est à 770 km, est à 3h30. Donc Marseille est plus près de Paris, Bordeaux est plus près de Paris que Clermont-Ferrand. Ce dont on a besoin, et je sais que la SNCF s'est engagée là-dessus, c'est qu'on investit sur les voies. On met plus de temps
aujourd'hui à faire Clermont-Paris qu'on ne faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Simplement parce que les voies n'ont pas été suffisamment entretenues et qu'on utilise aujourd'hui des rames et des trains qui sont parmi les plus vieux, je ne dis pas au monde, mais en tout cas en France. Donc si on veut avoir une visite architecturale des trains dans le passé, on prend la ligne Clermont-Ferrand-Paris. L'ancien corail. Oui, c'est un corail qui a été remis simplement en état. Aujourd'hui, plus sérieusement, on parlait du trafic. On ne peut pas encourager nos personnes à prendre le train. C'est trop de perte de temps. Quand vous êtes à plus de 2 heures de la capitale, aujourd'hui, ça devient très compliqué de dire à quelqu'un qu'il va passer la journée à Paris. Et on a souvent besoin de passer une journée à Paris. Donc on les incite à ne pas prendre le train parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de faire ça correctement. Alors, si on investit, on sait que si on investit sur les voies et sur les rames, on devrait être capable, on avait cette discussion avec Jean-Pierre juste avant, de faire ce trajet en 2h30. Là, ça change tout. Et même en 3 heures, ça change tout. Par rapport à 4h15, ça change tout. Et ça, c'est en plus quand les trains sont à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de fois où les trains ne sont pas à l'heure. Jean-Pierre Farandou, est-ce que vous voulez répondre à M. Ménégaud? Oui, On dit Clermont-Ferrand en 2h30, est-ce que c'est une discussion d'avant-débat? Est-ce que c'est vraiment possible et à quel horizon? D'abord, je voudrais quand même dire avec Florent qu'effectivement, cette relation, c'est pas la meilleure relation. Voilà, il y a une forme de paupérisation du service. Je dis que c'est un service qui est géré par l'État. L'État a tardé, je veux dire, à accorder les investissements nécessaires à la fois sur l'infrastructure d'un côté et sur le matériel roulant. C'est parti, il y a 1 milliard d'euros qui va arriver sur l'infrastructure, qui permettra de relever à 200 km/h la vitesse sur plusieurs tronçons. Il y a du matériel neuf qui va être construit dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, qui arrivera en 2024-2025, des rames neuves de type TGV. Voilà, et là, à ce moment-là, je pense qu'on aura un service satisfaisant et beaucoup plus fiable entre Clermont et Paris, qui le mérite bien. Enfin, l'Auvergne attend ces relations ferroviaires depuis longtemps. Il faut encore patienter un petit peu, mais on sera là, quoi. Voilà, donc après, moi je pense que même dans cette hypothèse-là, et ça a été rappelé, nous on arrivera à Bercy, donc on n'arrivera pas à Charles de Gaulle. Donc effectivement, pour des compagnies comme la vôtre, avec ce besoin d'irradier sur le monde entier, l'accès à Roissy est absolument clé. Alors la gare de Bercy, et c'est Augustin qui l'a mis en perspective, la 14 passera par là. Elle permettra déjà de se déplacer un peu plus. On sera peut-être pas très loin aussi pour aller sur Roissy, donc peut-être qu'en plan B, j'allais dire, avec la très bonne desserte qu'on va proposer aux Auvergnats dans quelques années et les réseaux de transport en commun qui va être quand même revu en profondeur en Ile-de-France, on arrivera quand même à faire Clermont-Orly ou Clermont-Roissy au cas où il y aurait des difficultés de brouillard par exemple ou autre aléa climatique. Le train répondra, je pense, aux besoins des Auvergnats. Alors, Jean-Pierre Farandou, sur les lignes transversales que vous appelez intersecteurs dans le ferroviaire, l'offre TGV, non, il n'y a pas d'offre TGV, on passe par Paris, donc le train n'est pas compétitif face à l'avion. Comment comptez-vous gagner du terrain face à la voiture et l'avion donc? Oui, alors c'est vrai que les transversales sont l'autre trou dans la raquette, j'allais dire, dans l'offre de la SNCF, dont le réseau TGV est très radial. On est en France. Tout part de Paris ou tout va à Paris et on a une structure de réseau à grande vitesse très jacobine quelque part. C'est en ce sens d'ailleurs que la ligne Bordeaux-Toulouse est intéressante au-delà de faire Toulouse-Paris en 3 heures. Elle permettrait d'amorcer une transversale sud à grande vitesse puisqu'on ne serait pas très loin de se raccorder à des bouts de lignes en grande vitesse qui finiraient par nous raccorder sur Montpellier et Marseille. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas inintéressant aussi dans le maillage transversal d'une transversale sud à grande vitesse. Il y a aussi cette perspective-là qui est devant nous. Quand j'entends aussi les ambitions du gouvernement, c'est de créer davantage de trains intercités. Les décisions ne sont pas complètement prises, pas complètement financées, mais on voit que l'ambition est là, avec plus de trains de jour, plus de trains de nuit aussi. Il y a une forme de renouveau du train de nuit qui pourrait venir nous aider à convaincre des gens de laisser leur voiture plus souvent au garage et de prendre le train pour se déplacer. Voilà, je pense que ce mouvement est en route. Il y a aussi l'approche tarifaire. Je ne sais pas, vous avez vu qu'on a changé en profondeur notre gamme tarifaire pour rendre le train encore plus accessible. J'en reviens à ce que je disais, on est vraiment sur une politique de volume. Il faut que davantage de Français prennent le train. En tout cas, c'est l'ambition de la SNCF. Et c'est vrai que les transversales devront être rénovées en matière d'offres, de matériel roulant, de services,
pour être capable d'offrir une offre alternative sérieuse à des gens qui aujourd'hui sont un peu dans l'avion, beaucoup dans la voiture. Je le redis, en termes de volume, c'est certainement pas l'aérien qui est le concurrent principal du train, c'est la voiture. La voiture est le mode dominant largement des déplacements en France. 85% des déplacements se font en voiture. C'est là-dessus qu'on espère être capable de faire un report modal. On a fixé l'objectif à 10 points. 10 points de moins pour la voiture, c'est 10 points de plus pour le train. Et 10 points de plus, ça veut dire x2. Donc c'est ça l'ambition que je porte, et qui permet de rassembler à la fois l'objectif de développement de l'entreprise, mais aussi de moindre émission de CO2 pour nos concitoyens. Augustin de Romanet, il y a quelques temps, on évoquait avant la crise un projet de gare TGV à Orly. Est-ce que ce projet, alors pour l'instant qui n'a pas été lancé, est-ce qu'il est toujours au moins en discussion et qu'apporterait-il à ADP? Alors effectivement, il est toujours, je crois qu'il avance bien. Il y avait deux hypothèses. Il y avait une hypothèse qui était une gare TGV sous Orly Sud, à 30 mètres sous terre. On a les réservations, mais les travaux pour faire ce TGV au pied de l'aéroport présentaient des difficultés techniques qui ont fait qu'on a choisi une autre option. Enfin, Jean-Pierre serait plus qualifié que moi pour le dire. Une autre option qui est d'une gare TGV à Pont-de-Rungis, qui est à quelques hectomètres. Alors, bien sûr, nous, tout ce qui est intermodalité nous va très bien. Et justement, ce que nous allons essayer de faire, c'est de travailler sur la correspondance entre cette gare TGV qui va arriver donc un peu au nord de la plateforme d'Orly avec la ligne 14, de façon à ce que la correspondance entre les deux soit la plus souple possible. Tout ce qui permet aux passagers d'arriver à Orly dans les meilleures conditions de confort est bon pour nous. Donc nous allons aider à la manœuvre. Anne Riga, il y a plus de 10 ans, Air France envisageait de lancer une compagnie ferroviaire sur le domestique, au départ des gares parisiennes, donc pour faire du point à point. Au-delà du coût, parce qu'on parlait à l'époque de 1 milliard d'euros facilement, est-ce que ce projet aurait du sens aujourd'hui ? Alors effectivement, face au constat qu'à chaque fois qu'on avait un TGV, une offre de train très efficace, les lignes aériennes étaient très impactées. Donc on avait abandonné Lille, Strasbourg, Bruxelles auparavant. Et il y avait ce projet d'investir dans le rail, projet qui n'a pas abouti pour des raisons d'investissement extrêmement lourds. Et puis également de logistique. Parce que c'est arrivé, la crise financière est arrivée juste à ce moment-là, en fait. Voilà, mais quand on regarde le volume des investissements nécessaires, effectivement, je dirais qu'il posait de base ce type de questions. Projet également qui avait été handicapé par les capacités disponibles sur les aéroports. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas, avec cette crise Covid, que nous pourrions réenvisager ce type de projet. Il ne vous a pas échappé que même si on redémarre et qu'on est optimiste pour l'avenir, on ne planifie pour l'instant qu'entre 60 et 65% de nos capacités. Et tous les investissements disponibles sont clairement fléchés vers notre décarbonation, donc vers des avions qui consomment 25% de CO2 en moins. Et je pense que ce serait folie que de faire autrement. Donc on privilégie le partenariat avec une amélioration de l'expérience client et avec un élargissement des dessertes disponibles. Florent Ménégo, donc Michelin est un acteur un peu méconnu de la chaîne de valeur aéronautique. Quelle est votre contribution, vous, Michelin, donc à la baisse des émissions de l'aviation ? Oui, on oublie, mais au moment où l'avion atterrit, il y a un élément assez indispensable qui est le pneumatique pour que ça se passe correctement. Donc vous avez un avion sur deux dans le monde est équipé avec des pneumatiques Michelin. Et au cours de ces dernières années, le nombre d'atterrissages moyen a augmenté de 50%, donc avec un niveau de sécurité toujours plus fort. Et en même temps, chaque pneu est beaucoup plus léger. Donc on fait économiser sur les nouvelles technologies entre à peu près une vingtaine de kilos par pneu, et sur certains gros avions, vous pouvez en avoir jusqu'à 18. Donc ça fait beaucoup de poids en moins, sachant d'ailleurs que le pneumatique exige aussi ce qu'on appelle la masse suspendue, c'est-à-dire des éléments qui tiennent le pneumatique au moment où il est en fonction. Ça permet un allègement équivalent. Donc on a une contribution directe sur le poids des avions et donc une incidence directe sur moins d'émissions à charge égale ou à vitesse égale.
L'autre élément, c'est que Michelin, on ne le sait pas, mais dans d'autres types de technologies, notamment les imprimantes 3D métal, nous sommes capables de fabriquer des pièces nouvelle génération qui sont plus efficaces, beaucoup plus légères, et à un coût d'obtention qui est facile et surtout qui peut être fabriqué à la pièce par rapport à d'autres technologies qui nécessitent des grandes unités de fabrication pour avoir des coûts faibles. Donc les imprimantes 3D, c'est une technologie de Michelin que nous développons et qui permettrait d'avoir des pièces de rechange pour l'industrie aéronautique très facilement et très économiques et surtout beaucoup plus légères. Donc voilà 2 types de contributions que nous avons. Augustin de Romanet, vous avez évoqué tout à l'heure le CDG Express. Où en est aujourd'hui le dossier et à quel horizon vous le prévoyez aujourd'hui? Est-il toujours... Non, le CDG Express a des travaux qui sont déjà bien avancés. Nous avons un contentieux qui touche à une certaine zone dans laquelle un lézard des murailles figurerait dans le ballast qui a bloqué les travaux. Donc nous attendons un jugement de la Cour administrative d'appel dans quelques semaines, qui j'espère permettra aux travaux de reprendre. Et avec Jean-Pierre Farandou, nous nous battons pour essayer de trouver les voies et moyens pour que la ligne puisse voir le jour le plus tôt possible, alors probablement plutôt vers 2026 maintenant. Mais les travaux sont suffisamment avancés pour que ce soit beaucoup trop onéreux pour l'État de les suspendre. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a plus de 500 millions d'euros de travaux financés par CDG Express qui servent en fait au RER B, la rénovation de ponts, la signalétique, etc. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que cette ligne ne sera pas en vigueur un peu après les Jeux Olympiques. C'est vrai que dans le dossier des Jeux Olympiques, nous avions promis de faire cette ligne. Mais le souci du Premier ministre précédent de ne pas trop brusquer le plan de charge de SNCF Réseau et de ne pas fermer trop de week-ends les lignes du RER B pour des travaux a conduit à ce petit décalage qui, normalement, ne devrait pas trop nous inquiéter. Jean-Pierre Farandou, vous confirmez le calendrier également, 2026? Oui, bien sûr, on confirme le calendrier. Surtout, on redit que Paris souffre de l'absence de cette ligne. Enfin, je veux dire, quand on voyage, et il y a pas mal de gens autour de la table qui voyagent, comme vous tous, on est juste en train de parler d'un train de service ferroviaire entre l'aéroport et le centre de Paris. Voilà, donc il me tarde que ce train soit réalisé, il me tarde que le service soit proposé. Ça participera beaucoup aussi au fait qu'il y aura beaucoup moins de monde sur l'autoroute A1 qui est complètement saturée. On pollue allègrement tous les jours et tous les jours que l'année fait. Voilà, c'est du bon sens. On peut même s'interroger sur pourquoi ce projet n'a pas encore plus d'alliés. Il faut vraiment faire ce projet, on en a tous besoin. Et la SNCF, bien sûr, c'est du ferroviaire, sera un partenaire actif pour que ce projet se fasse. Très bien, écoutez, merci infiniment à notre panel. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous.